à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade qui va être consacrée avec 3 chroniques sur le Conseil de développement du pays des Vallons de Vilaine. Et donc nous avons comme invité aujourd'hui Éric Dufour, qui est le président du pays des Vallons de Vilaine. Bonjour Éric. Bonjour Bernard. Si vous permettez, on va s'appeler par nos prénoms, ce sera plus facile. Également Jean-Marc Vanhout, qui est vice-président de l'association. Bonjour Bernard. Et enfin, Pierre-Emmanuel Fardin, qui est membre du CA et qui s'occupe, entre autres, de la communication dans cette association. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Bernard. Et aussi, il s'occupe du groupe sur les transitions énergétiques. Ah oui, merci. Merci. Et écologiques. Merci pour le rappel. Merci du rappel. Alors, une toute petite introduction très très brève. Alors, je vais oublier de dire qu'on avait invité les autres membres, Julie, André, Marie-Christine et Thomas, s'ils pouvaient venir, mais bon, c'était pas évident pour tout le monde de venir. Donc, il fallait quand même les citer, parce que ce sont des membres fortement actifs aussi du conseil d'administration. Alors, petite introduction très rapide. Alors, on parle beaucoup de démocratie en France et ailleurs, et l'on entend parfois dire dans nos pays dits démocratiques qu'il n'y a pas de démocratie, par certains. Et on entend par contre dans des pays où nous considérons qu'il n'y en a pas, eh bien, les dirigeants dire qu'ils sont des démocrates. Enfin bon, c'est une remarque comme celle-ci. Quoi qu'il en soit, dans nos États, les citoyens souhaiteraient voir se développer un fonctionnement systémique que l'on appelle la démocratie participative. On va essayer de définir c'est quoi exactement. Alors, la démocratie participative, déjà dans un premier temps, on peut dire que c'est un système mixte dans lequel le peuple délègue son pouvoir à des représentants qui proposent et votent des lois, mais conservent cependant le pouvoir de se saisir lui-même de certaines questions. C'est donc une forme de gouvernement démocratique qui implique les citoyens dans la prise de décision, mais en maintenant les structures de représentation de l'État. La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la construction de projets et à la prise de décision. Alors, on va parler bien sûr de tout cela avec nos invités, donc, que j'ai cités tout à l'heure, et on s'intéressera, entre autres, à parler de cela, mais aussi de présenter l'association du Conseil de développement des pays des Vallons de Vilaine, de parler de son histoire, de son fonctionnement, de ses projets. Alors tout d'abord, on va demander à chacun de nos invités de se présenter, de nous dire finalement qu'est-ce qui les a motivés à s'impliquer, pour certains depuis longtemps, pour d'autres plus récemment. Quelle est leur histoire qui les a amenés à la création de cette association? Éric, peut-être, président de l'association. Oui, merci Bernard. Donc moi, je suis nouvellement arrivé sur le territoire. Nouvellement, tout est relatif. 5 ans, ça reste... c'est quand même un temps long, mais dans le temps historique, c'est très court. Et j'ai toujours été impliqué dans tout ce qui était un peu l'Europe. Et dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai pu voir que l'Europe, ça se trouvait certes à Bruxelles, mais aussi sur les territoires, et que donc la vie des territoires aujourd'hui, c'est important, que l'Europe est présente, et que la vie des territoires, c'est là où je pense se font les transitions, et donc voilà, c'est ce qui m'a amené à m'impliquer dans l'association Conseil de développement du pays des Vallons de Vilaine. Merci Éric. Jean-Marc. Oui, alors moi, ça fait 30 ans que je suis...
à Trébeuf pour nommer donc 30 ans, c'était intéressant parce que quand je suis arrivé, c'était une des zones les plus déshéritées de l'Europe. C'était Trébeuf, toute cette région classée du sud de Rennes, c'est ça. Ouais. Mais c'était avant l'élargissement. C'était une Europe à 13. Donc du coup, le statut a changé. Et donc à cette époque-là, il y avait une frontière entre Rennes et puis ce qu'on appelle les différentes couronnes. C'est au-delà de 20 kilomètres. Personne n'allait chercher de l'habitat. Pour rappeler, Trébeuf, c'est à combien, 20, 25 25 à peu près. 25, c'est ça, oui. Aujourd'hui, c'est fini. Ça veut dire que finalement, ça fait belle lurette que les 25 kilomètres sont dépassés. Et c'est donc aussi cette entrée finalement dans le Conseil de développement, elle s'est faite peut-être par une recherche de justice, en fait, au démarrage, puisque dans les relations ville-campagne, quelquefois, il y a une forme d'industrialisation des campagnes qui a pu naître, et en particulier avec du développement de l'éolien sans concertation, sans participation, sans prise en compte nécessairement des riverains. Donc ça a amené... Déjà, il y a 30 ans, on se présentait... C'était pas il y a 30 ans, là, c'était plus récent, il y a 15 ans. Oui, c'est ça, il y a 15 ans. Oui, à peu près, il y a 15 ans. C'est à moitié parcours. D'accord. Et donc, c'est ce qui m'a amené à entrer au Conseil de développement pour faire entendre aussi une vision, une voix, et qui m'a amené aussi à faire un parallèle entre la ruralité et l'éolien. Donc un terme qui est arrivé assez vite, qui s'appelait l'alter-ruralité, et j'ai trouvé que c'était très beau pour l'alter-éolien. Voilà. Merci Jean-Marc. Pierre-Emmanuel. Alors, comme Éric, moi ça fait 5 ans bientôt que je suis sur le territoire. Et j'ai connu le conseil de développement via l'association Agir pour tous, dont je suis le fondateur, et qui a pour objectif d'engager les citoyens sur des actions individuelles, mais surtout collectives, pour préserver la biodiversité et le climat. Voilà. Merci Pierre-Emmanuel. Alors peut-être dans l'introduction on a parlé de démocratie, peut-être que chacun peut s'exprimer là-dessus. Qu'est-ce pour vous la démocratie et qu'est-ce que la démocratie participative ? Éric a sûrement une réponse à nous donner là-dessus. Oui, comme tout un chacun, je veux dire, nous sommes dans un pays démocratique, donc je veux dire, nous sommes concernés par tout ce qui est la vie démocratique de notre pays. Donc pour moi, là, en quelques mots, donc nous vivons dans une démocratie représentative, c'est-à-dire que la souveraineté nationale appartient au peuple, mais cette souveraineté, le peuple l'exerce par des représentants élus, qu'il élu donc dans différentes instances, soit au niveau national, régional, local. Et donc voilà, c'est un peu comme cela que je définis la démocratie représentative. Et on parle aussi de démocratie participative dans la foulée. Donc pour moi, c'est un peu quelque chose, une extension, une complémentarité à cette démocratie. Qui permet d'élargir aussi, d'impliquer plus le citoyen, parce que je vois, moi, la démocratie participative comme une façon de gouverner, disons, un territoire où l'élu garde toute sa légitimité, mais en plus, les citoyens sont plus largement associés à l'élaboration un peu de ce qu'on appelle l'intérêt général, les communs. Voilà. Jean-Marc. Oui. Alors, la démocratie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion de peuple. Alors, comment est-ce qu'on conjugue la notion de peuple et peut-être de pouvoir du peuple au niveau local? C'est intéressant la notion de démocratie participative parce que ça oblige à revisiter qui fait communauté, qui fait commun, qui fait du sens au niveau d'un territoire. Et là, j'étais en train de m'interroger finalement sur une coutume qu'on trouvait dans le Lot, qui a aujourd'hui disparu, peut-être avec le renforcement du mouvement politique qui était inexistant hier, qui était hommage à nos élus. Un petit drapeau, tout petit, vraiment, mais pas sur le fronton, sur la maison où habitait l'élu. Depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis, il y a 30 ans, 40 ans, c'était fréquent.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare de le retrouver. Et je me disais que c'était peut-être une forme à retrouver finalement, c'est de redistinguer l'élu dans sa proximité, dans son habitat. Alors peut-être que aujourd'hui les élus ont peur. Même parfois ils peuvent avoir peur. Oui, voilà, c'est ce qui se passe. S'ils prennent une mauvaise décision tout de suite, avec un petit drapeau là, c'est 50 personnes qui vont arriver, 50 personnes qui sont quand même des habitants de la commune, etc., dont on sait quelquefois qu'ils viennent pas toujours de la commune, mais pour marquer un autre. Et dans le Lot, les habitants certes mettaient des drapeaux, mais ils s'impliquaient également eux dans la vie. Ben forcément. Oui. Par exemple, je me souviens, si je prends le Saint-Chel, qui est sur le Causse, il y a un théâtre qui fonctionne où toute la commune participe au théâtre. D'accord. Les chasseurs font partie du théâtre et de génération en génération, et c'est quand même une ouverture sur l'extérieur. Donc c'est pas le drapeau, ça aurait pu être un drapeau occitan, ça aurait pu être ou pas un drapeau breton, parce que les Bretons arrivent jusque-là, mais pas toujours. Aussi. Ils sont quand même ils sont partout, les Bretons, souvent. Ok, merci Pierre-Emmanuel. Comme Jean-Marc, moi je reviendrai à l'étymologie. Effectivement, démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Bien entendu, il faut un système pour l'exercer. On ne peut pas tous être aux manettes. Je crois que tu as bien décrit, Jean-Marc, le système qui pouvait fonctionner. Maintenant, la démocratie participative, je pense que c'est un formidable outil. Et en même temps, c'est un défi, car pour réellement que cette démocratie participative ait du sens et ne soit pas entre guillemets un Canada Dry de la démocratie, c'est-à-dire qui en a le goût, qui en a l'aspect, mais qui en a l'odeur, mais qui finalement n'est pas. Il faut la jouer pleinement, et je pense qu'à ce titre, le Conseil de développement a son rôle à jouer. D'accord. Merci Pierre-Emmanuel. On a comme vous le savez, on prépare toujours les chroniques. On vous laisse poser la question à quoi sert un conseil de développement. Je crois qu'on le verra après dans le cadre de la présentation. C'est une proposition du conseil de développement qui sera fait ensuite. Mais peut-être que Eric pourrait nous faire un peu d'histoire, nous rappeler comment les choses ont évolué. Il y a eu une réorganisation qui s'est faite en 2022 des Vallons de Vilaine. Comment les choses se sont passées, Eric? Vous pouvez nous raconter ça, Eric? Donc, je vais un peu raconter, mais je pense que là, il est surtout Jean-Marc et puis toi aussi, Bernard, puisque tu fais partie. Tu pourras aussi compléter. Je pense que c'est important, parce que moi, comme je disais, je suis assez récent, mais que la perception que j'ai, les conseils de développement, ça date d'un certain temps, puisque ça a été mis en place suite à la loi Voynet, qui, si je ne m'abuse, est de 1999. Donc là, ils ont 25 ans. Ça fait longtemps. Et donc sur nos territoires, voilà, il y a eu depuis longtemps, il y a un conseil de développement qui avait comme caractéristique d'être rattaché directement à une structure qui est le pays des Vallons de Vilaine, pays qui apparaissait dans la loi Voynet. Et donc c'était quelque chose un peu qui intégrait cette voie, cette loi, les conseils de développement. Et l'objectif était donc de favoriser tout ce que l'on vient de parler, dont on vient de parler sur la démocratie participative. Donc voilà. Et donc il y a 4 collèges. On viendra peut-être après. Moi, dans cette format de conseil de développement rattaché au pays, il y avait 4 collèges. Un collège association, un collège du monde économique, un collège citoyen et puis un collège partenaire institutionnel. Et ces membres étaient élus pour 3 années en assemblée plénière. Donc voilà. Et donc ce conseil de développement s'intéressait à la vie du territoire. Je vais faire court, je vais pas faire plus long, mais donc on viendra après. Donc il y avait aussi des groupes de travail qui avaient été mis en place, qui permettaient un peu donc sur des sujets d'intérêt pour le territoire de faire des enquêtes auprès des citoyens, de faire des réunions pour aborder tel ou tel sujet.
Donc voilà, ça a vécu jusqu'en 2022. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. 20 ans, hein, je remarque. Hein. Et donc voilà. Après, il y a eu en 2022, il y a une réorganisation un peu des structures au niveau intercommunal avec la disparition du pays des Vallons de Vilaine, qui portait donc le Conseil de développement et qui s'est transformé donc en syndicat mixte Vallons de Vilaine et en ALEC, Agence locale énergie climat Vallons de Vilaine. Et donc dans ce cadre-là, le Conseil de développement s'est un peu retrouvé orphelin puisqu'il n'était plus porté par ces structures. D'où l'idée d'un certain nombre d'entre nous de créer l'association Conseil de développement des pays du pays des Vallons de Vilaine, où nous avons gardé le terme pays parce que ça montre l'attachement à un territoire, dans le cas pour certains d'entre nous. Et donc voilà. Mais par contre, nous avons changé d'organisation, de gouvernance, mais nous avons gardé exactement les mêmes missions du précédent Conseil de développement. Voilà, je m'arrêterai là, puis je laisserai la parole. Merci Eric. Peut-être que tu peux nous rappeler, il y a 20 ans, comment les choses se sont passées, Jean-Marc. Moi, je ne suis pas entré directement par le Conseil de développement, mais plutôt par l'ACUP, c'est la Commission unique de programmation, c'est-à-dire les fonds régionaux et les fonds européens ensemble. Et c'était une très très belle entrée parce que ça permettait de suivre les projets et d'avoir une parole avec les élus sur le contenu. Donc c'était vraiment, on était déjà dans une ouverture finalement tout à fait passionnante. Et c'est qu'après que je suis rentré dans le Conseil de développement. Mais il y avait aussi une distinction, c'est qu'à un certain moment, chaque EPCI, c'est-à-dire EPCI, c'est communauté de communes, avait son propre conseil de développement. Donc on s'est retrouvé avec 3 conseils de développement. Communauté de VHBC, Vallon Haute-Bretagne Communauté, et puis à l'époque c'était Semnon, la vallée du Semnon, qui est devenue Porte de Loire, Bretagne Porte de Loire. Communauté, ouais. Et en fait, il y a eu encore un changement qui fait que au niveau population, si on n'atteignait pas un certain seuil, disparaissait, c'était 50 000, pouvait disparaître le Conseil de développement. Donc on s'est retrouvé au pays de Vallons de Vilaine, un peu par construction. Et du coup, qu'on ait gardé ce territoire-là, c'est une vraie richesse, parce que ça permet finalement de pouvoir joindre, d'avoir des préoccupations communes sur des réalités bien différentes du territoire à un autre. Mais les habitants, ils n'ont pas pour autant changé. Voilà. Alors, on peut peut-être rendre hommage à 2 anciens présidents. Il y a eu plusieurs présidents. Peut-être que tu peux rappeler les noms. Joël Regnault, qui était... Et puis Jérôme Arbez, qui a suivi de leur rendre hommage, après, qui a œuvré beaucoup sur la question agricole et paysanne, entre autres. On va pas demander, enfin, à moins que Pierre-Emmanuel puisse nous parler de l'histoire de... Je parlerai pas de l'histoire, mais simplement le fait que, à partir du moment où le Conseil de développement devient une association, qui plus est d'intérêt général, oui, tout à fait. Voilà, elle prend tout son sens, elle est accueillante, Absolument. elle est ouverte ça c'est au public. important. Et en même temps, elle peut aussi recueillir des financements, au-delà des adhésions, mais aussi des aides, des dons, qui, à ce titre d'intérêt général, sont déductibles comme toute association du c'est titre de don, quoi, oui. Avant donc, d'aborder la présentation du nouveau Conseil de développement du pays des Vallons de Vilaine, on rappellera que il va permettre le dialogue entre BPLC, Bretagne Pays de Loire Communauté, VHBC et les élus. Donc, ça concerne ces territoires-là, qui correspondent à peu près à 75 000 habitants, quelque chose comme ça à peu près, Eric. Oui. Alors peut-être que Eric peut nous présenter un peu ce conseil de développement tel qu'il va fonctionner, tel qu'il commence à fonctionner maintenant, depuis février déjà, dès le 1er février je crois, c'est ça? Oui, nous avions fait une réunion, je ne sais plus si c'était le 1er ou le 2 février, le 2 je crois, mais donc tout début février 2024, il faut le préciser. Et donc nous avons fait un peu cette assemblée générale constitutive de l'association, qui nous a permis un peu donc de définir un peu les statuts,
que l'on peut retrouver sur Internet, puisque l'association, comme le disait Pierre-Emmanuel, d'intérêt général est déclarée à la préfecture, et donc on peut trouver les statuts. C'est un redon. Oui, tout à fait. C'est la sous-préfecture. Sous-préfecture. Ouais. Et donc voilà, nous sommes organisés donc maintenant classiquement comme une association loi 1901, c'est-à-dire que nous avons un conseil d'administration, un bureau, conseil d'administration qui a 8 membres actuellement, mais qui peut accueillir d'autres membres, puisque dans les statuts, il est indiqué qu'on peut aller jusqu'à 10 membres. Bon, et après, on peut aussi modifier en fonction des besoins. Que le bureau rassemble un peu toutes les personnes du conseil d'administration. L'idée est qu'on puisse avoir une instance de discussion, d'être force de proposition par rapport à la réalisation du programme de l'association. Et donc, dans ce cadre, actuellement, le CA et le bureau se réunissent une fois par mois, soit l'un, soit l'autre, mais une fois par mois. Et donc, ça, depuis février. Et puis, on a aussi continué dans la mise en place, ou la continuation, ou la réorientation des groupes de travail qui existaient auparavant, auxquels on en a rajouté d'autres. Et donc, il y avait un groupe de travail qui s'appelait Bien vieillir sur notre territoire, je crois, et qui maintenant a été modifié et s'appelle Vivre ensemble. Et donc là, les deux co-animateurs sont Bernard et Jean-Marc. Je pense qu'ils pourront un peu vous en parler sur les orientations. Après, nous avions aussi un groupe de travail sur la transition agricole. Et donc ce groupe existe, continue. Il s'appelle, maintenant il a un peu changé pour être un peu plus englobant. Il s'appelle groupe Transition agroécologique et alimentation territorialisée, pour prendre un peu en compte le fait que sur nos territoires on produit, mais aussi on doit transformer pour nourrir un peu la population et aller vers quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'autonomie alimentaire des territoires. Et ça, c'est un axe qui sera fort, je pense, comme les autres, mais en tout cas celui-là que je connais mieux, c'est pour ça peut-être que je dis cela, sera un axe fort de mon point de vue pour les prochaines années sur le plan un peu citoyen et politique. Il y a donc un axe, troisième axe, où j'ai pas dit, donc si je dis les animateurs de l'axe transition agroécologique et alimentation territorialisée sont Jean-Marc, et aussi une personne qui a été nommée tout à l'heure du conseil d'administration, qui est Julie. Voilà. Le troisième axe, c'est un groupe thématique, qui est un nouveau groupe thématique, qui vient d'être lancé, qui est sur les transitions énergétiques et écologiques, et qui est animé par Pierre-Emmanuel, qui pourra en parler. Ça, ce sont et puis Bernard. Exact. Et puis ça, ce sont les 3 groupes un peu des thématiques sur un peu des objets d'intérêt pour les citoyens. Et nous avons mis en place, parce qu'on considérait dès la première réunion que c'était important, un groupe de travail sur la communication au sein du conseil de développement, communication vers les citoyens, vers les élus. Et donc, avec par exemple la mise en place déjà faite de pages sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Et donc là, les co-animateurs sont Pierre-Emmanuel et Bernard. J'arrête là, je passe la parole. Non. On arrête pour l'instant parce que c'est la première chronique, mais on va continuer la semaine prochaine. Eric, Jean-Marc et Pierre-Emmanuel. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, n'est-ce pas? Merci Eric, merci Jean-Marc, merci Pierre-Emmanuel. Merci Bernard. Merci Bernard. Au revoir, à la semaine prochaine.